La guéguerre autour de la construction du méga barrage sur le Nil se poursuit. L'Éthiopie affirme que le niveau de l'eau retenu augmentait, de quoi raviver les tensions entre le Soudan et l'Égypte. L'Égypte, justement, où les langues des femmes se délient, elle dénonce le harcèlement sexuel en cours dans leur pays, en cause les agissements de jeunes hommes d'une prestigieuse université. Et puis, au Bénin, la journaliste Falila Toutiti remporte la 2e édition du prix Jérôme Adjakoubadou, initié par la Maison des médias. La distinction récompense les meilleures productions d'enquête journalistique. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. L'Éthiopie a reconnu que le niveau de l'eau retenu pour la construction du méga barrage qu'elle réalisait augmentait pour Addis Abeba. Il s'agit donc d'une conséquence directe de l'avancée des travaux sur le terrain. Les détails dans ce reportage. Appelé à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique, le grand barrage de la Renaissance, GERD, construit sur le Nil bleu qui rejoint au Soudan le Nil blanc pour former le Nil, est une source de forte tension avec l'Égypte depuis 2011. L'Éthiopie estime le GERD essentiel pour son développement économique, alors que l'Égypte, dont l'irrigation et l'eau potable dépendent à 90% du Nil, le considère comme une menace vitale. Addis Abeba a plusieurs fois annoncé qu'elle entendait débuter les opérations de remplissage du réservoir du barrage en juillet à une date non spécifiée, en plein cœur de la saison des pluies. L'Égypte et le Soudan, situés en aval, estiment pour leur part qu'un accord global sur le barrage et notamment la manière dont il est géré doit être conclu avant que le remplissage ne débute. Les dernières discussions sous l'égide de l'Union africaine n'ont pas débouché sur un accord en l'état. Le remplissage du GED est en cours en phase avec le processus naturel de construction du barrage, a déclaré ce mercredi le ministre éthiopien de l'eau, cité par les médias d'État. Il n'a toutefois pas indiqué que l'Éthiopie avait débuté le remplissage du réservoir d'une capacité de 74 milliards de mètres cubes. L'Éthiopie est en pleine saison des pluies et un responsable sur le site du barrage a indiqué que le débit actuel du fleuve en amont du barrage, gonflé par les précipitations saisonnières, excédait la capacité des vannes du barrage à laisser passer l'eau en aval. Le Premier ministre éthiopien a récemment réitéré devant le Parlement qu'il entendait bien commencer à remplir le réservoir cette année. En Centrafrique, près de la moitié de la population est en situation d'insécurité alimentaire. Un fait aggravé par le coronavirus. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies s'en inquiète. Selon la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, 2 360 000 personnes, soit près de la moitié de la population centrafricaine, sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Il s'agit notamment des personnes vivant dans les régions qui comptent la plus grande concentration des quelques 684 000 personnes déplacées par les conflits recensés par l'ONU dans tout le pays. Cette proportion était de 40% il y a un an selon l'ONU. Aujourd'hui, 1,7 million de Centrafricains ont même un besoin sévère d'aide alimentaire, soit plus du tiers de la population. Cette dégradation est avant tout due à un regain des conflits entre groupes armés et à la persistance des conflits intercommunautaires, d'après OCHA. Plus des 2 tiers de la Centrafrique sont aux mains de divers groupes rebelles qui s'en disputent les richesses. Pourtant, un accord de paix a été signé le 6 février 2019 à Khartoum entre le gouvernement et 14 milices. Même si une accalmie notable prévaut depuis l'accord de Khartoum, des combats sporadiques entre milices et entre groupes ethniques rivaux continuent de faire des victimes et poussent des civils à fuir. Les élections présidentielles et législatives sont prévues en décembre, mais l'incertitude pèse sur la possibilité de les organiser. Par ailleurs, la situation alimentaire s'est dégradée en raison d'une faible production agricole due au manque de pluie et à l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur la sécurité alimentaire, d'après la même source. La Guinée-Conakry va rouvrir progressivement à partir de ce jour vendredi ses frontières aériennes fermées pour cause de Covid-19. L'annonce a été faite par le président Alpha Condé qui a également annoncé une nouvelle réduction d'1 heure du couvre-feu nocturne dans le Grand Conakry.
Réouverture progressive des frontières aériennes en Guinée dès ce vendredi. L'annonce a été faite par le président Alpha Condé dans une allocution. Cette réouverture se fera en fonction de la mise en place des dispositions et procédures sanitaires retenues et conformément aux principes de réciprocité entre les pays d'origine et de destination. Il n'a cependant pas évoqué une réouverture des frontières terrestres et maritimes. Le président guinéen a aussi annoncé une nouvelle réduction d'1 heure du couvre-feu nocturne dans le Grand Conakry qui sera imposée entre minuit et 4 heures du matin au lieu de 23 heures à 4 heures du matin. Le chef de l'État qui a reconduit dans tout le pays pour 30 jours l'état d'urgence conférant au gouvernement des pouvoirs spéciaux a dit constater avec regret et amertume le relâchement du respect des mesures barrières comme le port du masque ou les restrictions sur les rassemblements. Le pays avait déjà allégé les restrictions en rouvrant partiellement les écoles et les lieux de culte fermés à cause du Covid-19. La Guinée, qui a dénombré 6 276 cas de contamination et 38 décès, fait partie de ces pays où l'état du système sanitaire suscite l'inquiétude face à la pandémie. Au Togo, la justice a émis un mandat d'arrêt international contre l'opposant Agbeyome Kodjo. Il est arrivé deuxième à la présidentielle de février dernier, remporté par le chef de l'État sortant, Foreso Zimna Yassingbe. Agbeyome Kodjo vit désormais dans la clandestinité selon l'un de ses avocats. Un mandat d'arrêt international a été délivré contre Agbeyome Kodjo, l'opposant arrivé deuxième à la présidentielle de février dernier, remporté par le président sortant, Faure Gnassingbé. Une information confirmée par Maître Darius Kokou Atso, son principal avocat qui dénonce un acte d'acharnement de plus contre son client. Ce mandat a été émis alors qu'Agbeyome Kodjo avait refusé de se présenter à une convocation de la justice le 10 juillet dernier, assurant dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux qu'il craignait pour sa vie. L'opposant reste depuis introuvable, mais il a assuré dans un message être resté au Togo dans la clandestinité. Agbeyome Kodjo a été placé sous contrôle judiciaire depuis le 24 avril, après avoir passé 4 jours à la gendarmerie nationale et le doyen des juges d'instruction lui avait interdit de quitter le Togo sans autorisation. Son immunité parlementaire avait été levée en mars à la demande du parquet de Lomé pour s'être autoproclamé président de la République. Candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, il a obtenu 19,46% des suffrages contre 70,78% à Faure Gnassingbé selon les résultats officiels de la présidentielle. L'Égypte fait face à une montée du harcèlement sexuel au sein de la jeunesse. Le phénomène a provoqué ces dernières semaines une déferlante inédite de réactions indignées sur Internet et par ailleurs, quelques lignes ont pu donc être bougées dans ce pays très conservateur. Accusations de viol, d'agression et de chantage. Un scandale sexuel explose au sein de la jeunesse dorée du Caire. Depuis le 1er juillet, le compte Instagram Police du harcèlement a enregistré des dizaines de témoignages accusant Ahmed Bassem Zaki d'être un prédateur sexuel. Il s'agit d'un jeune de 22 ans, ex-étudiant de la prestigieuse université américaine du Caire. L'affaire a remis sur le devant de la scène la question du harcèlement en Égypte, où les internautes se sont réappropriés cette fois en nombre le hashtag MeToo. Si l'Égypte a connu d'autres vagues d'indignation face au harcèlement, aucune n'a eu d'impact décisif dans ce pays où l'immense majorité des femmes interrogées en ont été victimes selon l'ONU. Ces dernières années, plusieurs affaires impliquant des anonymes ou des célébrités ont posé les jalons de la contestation actuelle. Jusque dans la diaspora, les langues se délient. Musulmans, coptes, artistes, étudiants ou encore personnalités médiatiques, des milliers de témoignages pleuvent sur Facebook, Twitter et Instagram, faisant voler en éclats certains tabous. La campagne actuelle est inédite en raison du soutien qu'elle suscite. Des hommes s'expriment en faveur des victimes, comme le comédien en exil Bassem Youssef, qui a condamné dans plusieurs vidéos la déshumanisation des femmes. Le 8 juillet, le gouvernement a approuvé un projet de loi
préservant l'anonymat des personnes qui portent plainte pour agression sexuelle, une étape importante selon Intisar Al-Saïd, avocate féministe du Centre du Caire pour le développement et le droit. Au Bénin, Falilatou Titi est la lauréate de la 2e édition du prix Jérôme Adjakoubadou. La distinction récompense les meilleures productions d'enquête journalistique dans le pays. La cérémonie de remise de prix s'est déroulée à la Maison des médias. C'est encore un journaliste de la presse en ligne qui a remporté cette année la 2e édition du prix du meilleur journaliste d'investigation initié par la Maison des médias au Bénin. Le prix est dénommé Jérôme Adjakoubadou, un professionnel qui s'est illustré par sa plume de son vivant. Sur le plan professionnel, il y a des références. Et en matière de référence, Jérôme en est. La lauréate, journaliste à Banouto, a réalisé un sujet sur la mauvaise gestion des actes de l'autorité au Bénin. Falilatou Titi plonge sa plume dans l'univers des chefs de quartier de village et parvient à la conclusion qu'ils sont piégés par un apparent vide juridique. Collaborateurs et confrères de celui qui a prêté son nom au concours ont témoigné de la qualité de sa plume. Des indices vainement recherchés aujourd'hui dans la corporation. Nul ne portera atteinte à une production journalistique si elle est faite avec les qualités requises. Celui qui n'indique pas n'est pas un journaliste. Parce que le journaliste montre, le journaliste démontre. La distinction du meilleur journaliste d'investigation intervient en pleine polémique sur la suspension des médias en ligne par l'instance de régulation. Le représentant de l'institution a tenté de justifier cette décision. Je voudrais donc assurer la presse des médias pour dire que la HAC protégera toujours les espaces de liberté dans notre pays et que ce prix qui vient d'être décerné par le président des médias officiels dans un média en ligne n'est que la preuve que tout comme la HAC, nous avons besoin de tous les types de médias. La Maison des médias, elle, pense déjà à l'organisation de la prochaine édition. Et c'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.